Grande Gueule RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Barbara Lefebvre, professeure d'histoire, géographie, essayiste. Joël Dagosseri, intervenante sociale. Nous sommes avec Elina Dumont, Joël Dagosseri qui est chargée de clientèle dans le logement social, et Elina Dumont qui est intervenante sociale. Et vous reprenez la parole avec les Grandes Gueules tout à l'heure à midi moins le quart, au moment du GG et vous. On y va pour le grand oral, s'il vous plaît. RMC, le grand oral des Grandes Gueules. La police est aujourd'hui au cœur de beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques, et des policiers eux-mêmes en colère de se retrouver aujourd'hui accusés plutôt que défendus. C'est Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Policier vous-même. Ah bien sûr, vous n'êtes policier pas depuis 37 ans. C'est pas parce que vous êtes syndiqué que vous n'êtes plus sur le terrain. Ah, je ne suis plus sur le terrain de par mes fonctions, mais j'y étais il y a quelques années encore, et j'ai fait... Sur 37 ans de police au mois d'octobre, j'ai 27 ans de terrain derrière moi. Je sais un peu de quoi je parle. Monsieur Lefebvre, aujourd'hui, vous avez vu que dans ce qui concerne l'interpellation de Saint-Ouen, il y a l'avocat du dealer présumé qui a décidé de porter plainte pour acte de torture barbarique contre les policiers qui, paraît-il, ont fait usage de pistolets à impulsion électrique sur les parties génitales une fois quand ils étaient dans le fourgon. Le fait que le jeune homme dans le corps à corps ensuite était frappé à terre à la tête. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous en dites? Je réponds que l'avocat dépose plainte, ou du moins le mis en cause dépose plainte une semaine après. Une semaine après, c'est un peu compliqué pour retrouver des traces sur les parties génitales de coups de taser, enfin d'impulsion électrique du taser. Là, franchement, je sens que l'avocat aujourd'hui veut faire une affaire Théo bis à travers l'affaire de ce jeune qui a été interpellé il y a maintenant une dizaine de jours à peu près à Saint-Ouen. Faisons la part des choses. On a affaire à un individu connu pour trafic de stupéfiants, un individu connu pour violence volontaire, pour menace de mort, pour dégradation. Et ça, c'est le profil de l'individu qui était largement connu des services de police. Et défavorablement connu, pour reprendre l'expression commune, des services de police et des services de justice. Et aujourd'hui, on est en train de le placer, je dirais, sur l'autel de l'immunité, de la virginité. Oui, mais vous avez des procédures, vous, d'interpellation quand même. Il y a des procédures auxquelles vous devez vous tenir. Là, on est bien clair là-dessus. Déjà d'une, l'enquête le démontrera, mais à mon sens, il faut quand même savoir ensuite qu'il s'est rebellé aussi dans le fourgon qui le ramenait vers le commissariat. Donc là, il y a eu encore une violence de l'individu, du mis en cause. Que mes collègues aient usé du taser sur les parties génitales de cet individu, je n'y crois pas une seule seconde. Si tel avait été le cas, cet individu l'aurait fait savoir par son conseil, par son avocat, le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Pas autant de temps après, aucune trace n'est possible. Médicalement, ce n'est pas possible à déceler aujourd'hui. Donc faisons la part des choses. Ensuite, au moment de l'interpellation. L'interpellation, il y a déjà une bagarre, s'il faut appeler ça comme ça, entre mon collègue, qui était lui sur un coup d'achat, pour essayer d'interpeller effectivement des trafiquants de drogue. Qu'est-ce que vous appelez un coup d'achat? Un coup d'achat, il se fait passer pour un acheteur. Il se fait passer pour un acheteur. Et là, donc, il décline ses qualités. C'est tout à fait légal, là. C'est tout à fait légal, bien sûr. Il décline son identité, ensuite sa qualité, ses fonctions. Et là, il y a déjà une première bagarre qui n'est pas, je ne parle pas de celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a déjà une première bagarre. Mon collègue a reçu des coups. Il a d'ailleurs déposé plainte hier auprès de la gendarmerie où il est actuellement, à tenter de se reposer, pour justement des violences volontaires commises à son encontre. Ensuite, il y a la deuxième interpellation, où là, il revient, il se rebat à nouveau, et l'individu, il arrive à plaquer l'individu au sol. L'individu, les médias, et moi le premier, on a parlé de 3 jours d'interruption totale de travail. Le cabinet du ministre hier soir me faisait savoir, c'est pas 3, mais 2 jours d'interruption totale de travail qu'a eu ce jeune individu. Pensez-vous un seul instant que le coup de pied, tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, s'il avait atteint la tempe, le visage, le crâne, c'est pas 2 jours d'ITT, mais c'est au bas mot 20 ou 40 qu'il aura. Non, ou pas le coup de pied parce que vous non, dites mon collègue est formel, il envoie un coup de pied qui n'atteint pas l'individu. Pourquoi il envoie le coup de pied? C'est ça en fait. Mais parce que vous savez, la résilience, derrière chaque policier, il y a un homme ou une femme. Là, en l'occurrence, il y a un homme. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais... Qui se bat 2 fois, on a un espace de temps, un espace temporel très réduit. Et la résilience du policier, est celle de tout humain. C'est qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Et là, c'est un geste de dépit, mais il ne le touche pas à terre. C'est bien ce qu'on a senti tout à l'heure, excusez-moi, mais tout à l'heure, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, et je disais que moi, en regardant les images, il y avait 2 temps. Donc le temps où on voit la bagarre, justement, et où on voit effectivement le dealer qui refuse d'obtempérer. Et là, pour moi, il est en faute. Et ensuite, c'est le deuxième temps, le coup de pied. Là,
je vois un être humain et plus un policier, je vois un être humain qui est agacé parce qu'effectivement, il a dû se battre 2 fois. Et là, on sort à ce moment-là, malgré le fait que ce soit un être humain, on sort pour moi de la procédure. Est-ce que la procédure veut que lorsque l'individu est au sol et qu'il a été il est maîtrisé, la procédure dit qu'on peut venir et tenter de mettre un coup de pied même s'il n'a pas atteint. Non, voilà. bien sûr que non. Donc, Bien sûr que Donc vous non. dites qu'il a un réflexe, quoi, en fait. Il en a marre, quoi. Mais ce réflexe n'atteint pas l'individu à terre. Mais il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à faire. Et le problème, c'est que ça a été filmé aujourd'hui. Ça, les policiers doivent en tenir compte aujourd'hui. C'est très compliqué, ça. Quand je dis les policiers, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Le portable sort à n'importe quel moment. Alors pour vous, ça peut être utile pour résoudre des enquêtes. Et puis ça peut aussi vous mettre en difficulté parce que le policier ne souhaite peut-être pas qu'on voit cette bagarre et ce corps à corps. Comment vous faites avec ça aujourd'hui, monsieur? On ne peut rien faire aujourd'hui. Vous savez qu'un policier n'a même pas le droit à la protection de son image. Seuls les fonctionnaires de police qui l'ont intégré, qui font partie des unités, je dirais, contre dans la lutte antiterroriste. Le RAID, les BRI, BAC-PP, la DGSI ont le droit à cette protection de l'image. Aujourd'hui, un policier peut être filmé et on peut diffuser son visage sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, sauf à l'intérieur des locaux de police. Depuis l'affaire, le triste attentat de Magnanville. J'avais saisi policiers qui ont été égorgés par un terroriste. Notre collègue administratif et notre collègue officier qui avaient été égorgés à domicile. J'avais saisi François Hollande en lui demandant à l'époque la protection, l'anonymisation sur les actes de procédure, afin que des délinquants, pire des criminels, sinon même des terroristes, ne puissent pas identifier et retracer ensuite le policier de par la déclinaison de son nom sur les procès-verbaux. Et je lui avais demandé à l'époque la protection de l'image des policiers. Rien n'a avancé. Jean-Jacques Urvoas, ce garde des Sceaux à l'époque, a fait un peu de saupoudrage uniquement sur des procédures, dès lors que le mis en cause ou la personne placée en garde à vue dans le cadre d'une audition va jusqu'à minimum 3 ans de prison. C'est pas suffisant. On le saurait si, à partir du moment de 3 ans de prison, c'est en deçà parfois qu'on a le plus de risques, pas que pour nous, policiers, mais également pour nos épouses ou nos époux ou la nos famille. enfants. Ouais, bien sûr. On a aujourd'hui des dizaines de collègues qui retrouvent leur nom sur les murs de certaines cités, et pas des cités particulièrement criminogènes, en disant le keuf s'appelant un tel à la BAC de tel endroit, ou à la compagnie d'intervention de tel endroit. Et ça, le politique ne réagit pas par rapport à ça. C'est là tout le danger de notre métier aujourd'hui. Alors effectivement, la visualisation de ces images, ça en fait partie, mais le problème en plus, c'est que dans le cas de l'affaire de Saint-Ouen, si la première bagarre avait déjà été filmée, on aurait, je dirais, une traçabilité de l'action du policier. Là, on ne voit que la fin. Et j'ai écouté hier sur une autre chaîne que la vôtre, j'ai écouté les commentaires des personnes qui filment. Je crois que c'est le Parisien qui a repris ça hier. Mais là, on entend les personnes qui filment, et à travers leurs propos, excusez-moi du peu, mais c'est évident qu'ils ne porteront pas la police dans leur cœur. La police dans leur cœur, très loin s'en faut. Ouais. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez pas intérêt à avoir de plus en plus, à être équipé de plus en plus de petites caméras et vous filmez comme la police américaine? Parce que là, votre collègue, il est tout seul au moment de l'interpellation de l'individu, là, au moment où il y a le corps à corps, il se bagarre. Alors peut-être que les circonstances sont toujours difficiles, mais quand il y a une interpellation, s'il avait été avec un collègue équipé d'une caméra ou s'il avait filmé, il y aurait la totalité. Il y aurait la totalité. C'est bien pour ça que j'ai jamais été opposé aux caméras piétons. Jamais. Pourquoi ça se met pas en place? Faute de budget. Ah oui, déjà, faute de budget. On nous fait des grandes annonces politiques. Vous savez, Gérard Collomb a parlé de la généralisation. Christophe Castaner a dit derrière, je vais encore amplifier ce qui était déjà soi-disant généralisé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pognon. Il n'y a pas de pognon dans les caisses du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On nous annonce 700 millions de plus sur l'exercice budgétaire 2020. Mais c'est dans la globalité. C'est-à-dire que ça va autant pour les préfectures que pour la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, que pour le ministère, que pour la police nationale, pour la gendarmerie. Donc si vous voulez, il y a un saupoudrage de ça. Il n'y a pas de sous aujourd'hui. Vous savez quand même que on nous parle souvent des heures supplémentaires dans la police nationale. Oui. Combien de millions stockés là aujourd'hui? On avait 24 millions de stockés avant qu'on ait commencé à enregistrer sur la calculette les heures supplémentaires des gilets jaunes. Donc imaginez-vous qu'aujourd'hui, on doit être plus près des 27 ou des 28 millions. On nous a dit, mais on va tout régler avant la fin de l'année. Hein. Non, mais il n'y a pas de sous. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On nous parle de ce que moi j'appelle de la cavalerie budgétaire. C'est-à-dire on va récupérer des budgets dans d'autres ministères qui n'auraient pas été épuisés pour les reverser. L'intention est louable.
Christophe Castaner, Laurent Nunez veulent payer les heures supplémentaires de leurs flics. Quel Et on ministère va parlait tout à l'heure. accepter de vous prêter de Mais l'argent? alors, il semblerait que si, parce que certains n'ont pas épuisé bon tout leur crédit. Mais c'est là, au départ, quand même, quand on prépare le budget de l'État, c'est là qu'il faut le faire. Mais là, on va parler du stock et le flux. C'est-à-dire le flux de tout ce qui va arriver à partir du 1er janvier 2020. Il n'y a rien de prévu. Absolument rien de prévu. On a un texte qu'on a validé en comité de technique, de réseau de la police nationale, qui prévoit qu'à partir de 120 heures supplémentaires, le policier doit les récupérer. Ou quand il y aura de l'argent, peut-être qu'elles lui seront payées. Vous prenez le service de protection des personnalités, le SDLP, ce qui sert à la protection des ministres, secrétaires d'État et parfois des personnalités extérieures. Un fonctionnaire de ce service fait en une seule semaine entre 120 et 160 heures supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à disposition, ils travaillent quasiment 24 heures sur 24. Donc ça signifie à dire qu'au bout d'une semaine, il faut qu'ils récupèrent. Mais comme il n'y a pas assez de personnel dans le service, eh ben on va le mettre en sommeil. Donc c'est pas possible tout ça. On gère aujourd'hui la police nationale un peu comme on gère les urgences malheureusement des hôpitaux. Vous êtes exactement dans la même situation, c'est-à-dire vous avez des stocks d'heures supplémentaires, vous êtes mal payé et vous manquez de personnel, quoi. En fait, bien sûr, ça. en manque de Et personnel. ça, c'est aussi le résultat de la RGPP de Sarkozy. Réduction On peut générale en parler de de la RGPP de Nicolas Sarkozy, Soi-disant, le effectivement. grand politique flic de publique. France. En 2014, les effectifs, je parlais que Ouais. ce qui me regarde en premier chef, à savoir les gradés et gardiens de la paix, hein, les bleus, les ouvriers de la police nationale, nous étions à 98 000 policiers. Aujourd'hui, à travers les différents plans François Hollande, Emmanuel Macron, on arrive à flirter avec les 104 000 gradés et gardiens de la paix. Mais pour autant, il y a énormément de départs à la retraite, si vous voulez. Donc on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un niveau d'emploi suffisant. Les CRS qui ont été mis particulièrement à épreuve durant les Gilets jaunes. Les CRS, il manque 1000 CRS aujourd'hui pour assurer au plan national. 1000 plan national. C'est-à-dire qu'une compagnie de CRS devrait travailler à 4 sections pour pouvoir avoir la capacité à se déployer de façon efficace, même à titre, et surtout à titre préventif, et ensuite d'assurer la formation, le suivi, bref, tout ce qu'il faut pour gérer, je dirais, une compagnie normale. On nous avait promis sur les 1000. Christophe Castaner a reconnu partout, sur tous les plateaux de TV, il a dit il en manque 1000. On nous en avait promis 450 pour le mois de septembre. Solde de tout compte, 90. 90. On me dit, bah oui, mais on ne sait pas comment faire. Et en même temps, le même jour, le directeur général de la police nationale revoit à la baisse le plafond d'emploi. Vous savez, le plafond d'emploi qui sert à prévoir l'effectif, enfin l'effectif référence. Il revoit à la baisse. Hier, on avait besoin des CRS. Il en manquait 1000. Aujourd'hui, les gilets jaunes semblent être derrière tout le monde. On nous en donne 90 au lieu de 450 et on n'a aucune prévision, je dirais, marquée dans le marbre pour les sorties d'école du mois de décembre l'année prochaine. Pire, on réduit, on rebaisse le plafond d'emploi. On travaille dans l'incohérence à ce niveau-là aujourd'hui. Donc vous allez manquer d'effectifs, quoi qu'il en soit. D'effectifs, bien sûr. Puisqu'on parle des Gilets jaunes, on parlait de Saint-Ouen et de méthode policière, les interventions de la police, certaines tout du moins, ont été critiquées face à il y a eu des manifestations violentes, mais ce qu'on a reproché, c'était le manque de discernement dans l'intervention. C'est ainsi qu'on a eu des gens qui se sont retrouvés avec des mains arrachées, certains éborgnés. Il y a 288 enquêtes au total qui ont été confiées à l'inspection générale de la police nationale. Alors, on va faire ça en plusieurs temps. Est-ce qu'il faut revoir le mode d'intervention, le policier ou pas, Monsieur Lefebvre, dans le cas de ce genre de il faut revoir le mode de fonctionnement des donneurs d'ordre. Il faut revoir le mode de fonctionnement des donneurs d'ordre. 1er décembre. C'est-à-dire le ministre, mais vous avez sauté un préfet déjà. Ah non, mais il fallait qu'il saute. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Michel Delpech. C'est un homme qui aura marqué, bien évidemment, de son empreinte tout ce qu'il a eu fait en temps en préfecture de région, qu'à la préfecture de police de Paris ou dans divers ministères. Mais le 1er décembre, c'est une catastrophe. On le dit jusqu'à la veille. Au soir, on dit attention, le dispositif mis en place, décidé par la préfecture de police, ça va, excusez-moi l'expression, ça va foirer, on va avoir de graves incidents. Preuve en est faite, le 1er décembre, on peut considérer que la République et notre belle démocratie a failli tomber. Ouais. A failli tomber. Très clairement, il y a eu un article, je crois, sur la presse écrite il y a quelques temps, où effectivement Christophe Castaner est alerté par le préfet de police de l'époque, Michel Delpech, en disant attention, tout va tomber. Tout va tomber, les ministères vont tomber, l'Élysée va tomber. Ouais. Donc le dispositif n'était pas bon. On tape du poing sur la table, on est reçu. Quand vous dites ça, c'est pas tombé, c'est-à-dire qu'ils étaient ciblés par les manifestants. Pour faire des intrusions et autres. Pas bon. Pourquoi ? Parce qu'on avait voulu faire des Champs-Élysées une fan zone, ça ne ressemblait à rien. On mettait en doublure à la fois des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmes mobiles qui n'ont pas les mêmes
je dirais, la même manière de se déplacer, de se mouvoir dans l'espace. Donc c'est grand n'importe quoi. C'est comme si vous mettez un semi-remorque au milieu d'un parking. Il faut qu'il se débrouille à passer entre les chariots. Ça ressemble à rien. Le 6 décembre, on est écouté. On est écouté dans la semaine parce qu'on tape du poing sur la table et le 6 décembre, ça se passe bien. Le 6 décembre, ça se passe beaucoup mieux. Et ensuite, tout s'oublie. Tout s'oublie. Et on arrive à la mi-mars où c'est à nouveau une catastrophe. Et là, effectivement, enfin, on n'est pas qu'entendu, on est écouté et on dit maintenant, il faut qu'on change ceux qui donnent les ordres, la méthodologie d'application des ordres sur le terrain à Paris. Ce ne sont pas mes collègues sur le terrain, eux, ils reçoivent des ordres. Eux-mêmes me disent régulièrement, enfin, nous disaient pendant les épisodes des Gilets jaunes, mais on nous fait faire n'importe quoi. On va avoir de la casse. Et à un moment donné, on va se retrouver à devoir faire usage de nos armes de poing. On ne veut pas de ça. On a créé à un moment donné, vous savez, les DAR, les fameux DAR, pas équipés, pas encadrés, pas formés, qui étaient supposés de faire de l'interpellation alors qu'on les envoyait directement au contact, non pas de l'interpellation, mais la dispersion. Mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Et ça, vous mettez ça sur le dos uniquement de la préfecture de Paris. Uniquement de la préfecture de police, notamment de celui. Bah vous savez, Beauvau n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur, certes. Beauvau, il regarde les notes que lui donne la préfecture. C'est un tour de contrôle. Ouais. Mais quand vous avez un préfet de police, c'est le principal, c'est le plus gros préfet de tous les préfets. Ouais, c'est le patron, c'est lui qui donne les notes. C'est lui qui donne les notes. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous avez un directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne, de la DESPAP, qui lui décide, qui prétend dire à un ministre ou à un secrétaire d'État, non, vous inquiétez pas, les DAR, ils vont pas au contact, et que nous-mêmes, pendant ce temps-là, moi je disais à Laurent Nunez, attention monsieur le secrétaire d'État, les DAR vont au contact direct. Non, c'est pas vrai. Preuve en a été faite jusqu'au 16 mars et avec des incidents particulièrement regrettables par moment. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipements et les armements sont adaptés face à ce genre de manifestation Je vous dis ça, on est au cœur du mois d'août. On est certes le 15 août, mais il y a une rentrée qui va arriver. Il y a un G7 aussi qui va arriver où on annonce des black blocs, des manifestations. On va y venir avec vous. Mais est-ce que les équipements et armements sont adaptés? LBD, grenades de désencerclement et autres. Vous savez, le LBD, moi, je suis pas en contrat avec le fournisseur du LBD. J'ai toujours dit depuis le départ, si on trouve autre chose avec des organes de visée bien plus précises, avec une munition, une balle de défense qui pourrait peut-être avoir moins d'impact, mais qui serait tout autant dissuasif, on est preneur. On est preneur de suite. Par contre, le temps que vous nous trouviez quelque chose, laissez-nous le LBD, parce qu'une fois qu'on va nous retirer le LBD, il ne nous reste plus que l'arme de poing. Et là, ça serait profondément dramatique qu'on soit contraint d'user de l'armement létal. Donc moi, si on trouve mieux que le LBD, preneur. Mais vous savez, le LBD... Et les grenades de désencerclement? Les grenades de désencerclement, elles s'imposent par moment. Mais le problème des grenades de désencerclement, quand vous avez des compagnies républicaines de sécurité, quand vous avez des escadrons de gendarmes mobiles, quand vous avez même, et aussi, les compagnies d'intervention parisiennes, on a peu ou pas... Alors on peut avoir toujours un incident, mais peu ou pas d'incidents. Seul problème, c'est que derrière, vous parliez d'équipement, quand on a créé les DAR, alors on a été... Qu'est-ce que vous appelez les DAR, précisément? Les détachements d'action rapide. Voilà. Ceux qui étaient supposés, je voulais faire de l'interpellation, mais qui, in fine, allaient directement sur la dispersion. De la BAC. Mais c'était des policiers de la BAC, c'était des policiers des services d'investigation qui ne sont pas formés pour ça et qui devaient, la veille au soir, aller dans la grande distribution des effets sportifs pour s'acheter des casques, des protèges tibia, des coudières, et j'en passe, et des meilleurs. Ils n'avaient pas le matériel. Et demain, parce que c'est demain le G7. Fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, mais on a le pré-G7 qui s'annonce déjà assez chaud bouillant à partir de mardi ou mercredi. J'ose espérer que la leçon a été retenue. Pour le moment, j'ai pas de retour. J'ai pas de retour sur le fait que les gens n'aient pas les équipements. Mais c'est un sempiternel retour sur... Quand on a eu l'attentat de Charlie Hebdo, le lendemain, le ministre de l'Intérieur décide de déployer avec de l'armement lourd, l'armement collectif, des pistolets mitrailleurs, des policiers sur les trottoirs des aéroports parisiens. Eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus un policier qui est habilité. On n'a plus un policier qui est habilité. C'est-à-dire habilité, qui n'avait pas suivi la formation nécessaire et les tirs, je dirais, vous avez des tirs obligatoires tous les ans et qui ne les avait pas suivis. Donc il a fallu vite former des gens pour pouvoir le faire. Mais c'est un sempiternel recommencement dans la bêtise. C'est ils sont pas foutus. Dès qu'une crise est finie, on ne tire pas les enseignements. Franchement, si on avait tiré les enseignements des manifestations contre la loi El Khomri, on n'aurait pas été dans la galère que nous avons été, nous, forces de l'ordre, à devoir servir, je dirais, de dernier rempart pour préserver la République.
On a servi de variable d'ajustement en politique parce que ceux qui avaient traité au moment de la loi El Khomri n'ont pas su faire les retours d'expérience nécessaires, tirer les conclusions qui s'imposaient et doter les forces de l'ordre du matériel et des fonctionnaires nécessaires. Bon, c'est Yves Lefebvre qui passe le grand oral des GG. Il est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Compris que vous n'avez pas la langue dans votre poche en ce qui concerne les retours d'expérience et ce qui s'est passé post-Gilets jaunes. Mais on le disait, la semaine prochaine, c'est le sommet du G7, d'accord, à Biarritz, dans une ville au cœur du mois d'août, une ville ultra touristique. Beaucoup de monde sera là. Petite ville, en plus on organise le G7, d'après ce qu'on dit, il y a la volonté d'avoir beaucoup de manifestations. Est-ce que vous, les policiers, vous êtes déjà au courant des dispositifs? Est-ce que vous pensez que tout est prêt pour sécuriser la ville et les alentours? Alors j'ose espérer que tout est prêt. Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle la zone 1, qui va être ultra resserrée, pour ceux qui connaissent Biarritz, autour de la grande plage, du casino et de l'hôtel du Palais, où seront tous les chefs d'État. 7 chefs d'État. Ouais. Ensuite, on aura la zone 2 qui est un peu plus en périphérie, qui reprend le restant de Biarritz et en limite avec notamment la commune d'Andelette et de Bidart d'un côté. On sait que le dimanche 25, il y a 7 manifestations déclarées qui seront là véritablement quasiment aux portes de la zone 1 ou de la zone 2. 7 manifestations. 7 manifestations déclarées. Moi, j'espère que les informations qui sont apportées au niveau du ministère de l'Intérieur sont les bonnes. Moi, j'ai quelques retours d'élus locaux qui annonce plusieurs milliers de manifestants dans le contre G7 qui démarre dans la semaine prochaine. Alors, il y aura beaucoup de forces de déployer. On va avoir à peu près entre les CRS et les escadrons de gendarmes mobiles, on doit avoir entre 80 et 100 forces mobiles. Donc ça représente quand même à peu près, on va dire une variable d'ajustement autour de 8000 hommes, plus des effectifs de la sécurité publique, plus bien évidemment des militaires, des effectifs du renseignement, de la police judiciaire et autres. Mais là, toute la sécurité du G7, c'est la police française. Hein. C'est la police française. À aucun moment, les chefs d'État ou de gouvernement, ils ont leur propre service de sécurité, ils ont leur propre service de sécurité rapproché, bien sûr. Mais il n'y a pas de police étrangère. C'est uniquement la police nationale et bien évidemment renforcée pour les secteurs limitrophes en secteur gendarmerie par nos collègues gendarmes et des militaires qui seront là aussi, notamment des militaires et surtout des marins sur l'espace maritime. Le problème, c'est quand on pense au G7, on pense à certains groupes de manifestants assez violents. On imagine très bien que pour les Black Blocs, qui se sont déjà largement mobilisés et qui ont largement pourri le mouvement des Gilets jaunes, parce que moi, je reste assez empathique à l'égard des Gilets jaunes, des ronds-points du début du mouvement, parce que je comprenais très bien leurs revendications, sauf qu'ils se sont laissés pourrir par les Black Blocs. Et là, c'est tout l'intérêt de ces mouvements d'insurrection permanente, d'essayer de montrer leur puissance et leur force dans un moment qui est un moment de diplomatie internationale. Donc, est-ce que, moi je me demande vraiment si le ministère de l'Intérieur donne les moyens à la police pour frapper les Black Blocs quand ils vont commencer à sortir du bois, parce qu'ils vont sortir du bois de tous côtés. Et est-ce que véritablement on vous donne toute la latitude et tous les moyens pour leur mettre un grand coup dans la tronche? Parce que quand même les Black Blocs, c'est quand même ce qui pourrit aujourd'hui l'ensemble des mouvements sociaux dans ce pays et qui empêche justement toute forme de débat et d'avancée démocratique. Si la méthodologie qui a été employée le 1er mai, j'espère qu'elle sera réemployée, et d'actualité pour le G7, on n'aura pas de problème. La méthodologie du 1er mai, c'était à dire, avec notamment les drones, de repérer les groupes. Dès lors que le groupe commençait à se constituer, non pas attendre qu'il ait réellement eu le temps de se constituer, les gens commençaient à s'agglomérer, on intervenait de suite. Et on dispersait. Et les contrôles en amont des véhicules. Et les contrôles en amont, bien évidemment. Déjà, vous savez, la frontière franco-espagnole est déjà renforcée depuis lundi dernier. Hein. Donc il y avait des contrôles renforcés. Donc les gares vont être fermées. Alors, on va fermer la gare de Biarritz, la gare de Bayonne. Pour autant, celle de Saint-Jean-de-Luz est ouverte. Ah oui, et celle de Dax. Donc si on pense que ça va pas être dissuasif pour les Black Blocs. Hein. Mais il n'y a pas que des Black Blocs. Hein, parce qu'on a aussi ce que moi j'appelle les Black Blocs par sympathie. Oui. C'est-à-dire que ceux qui étaient au départ aux Gilets jaunes, qui n'étaient pas des vrais Gilets jaunes, parce que j'ai été le seul syndicat de police à soutenir le 17 novembre et la journée 0 PV. Sur les revendications des premiers Gilets jaunes, sincères, légitimes, étaient celles des flics, parce que nous sommes tous et toutes des salariés, et pas suffisamment payés. Donc, mais derrière, on a tous ceux qui s'est venu, je dirais, s'ajouter, se coller à ça. Et ces Black Blocs par sympathie qui aujourd'hui risquent d'être là, du moins dès la semaine prochaine. Donc si on intervient immédiatement, on disperse et on interpelle, mais d'abord disperser. Le leitmotiv premier ne doit pas être l'interpellation. On fait de l'interpellation si on peut, mais le premier ordre doit être la dispersion. Et là, si on nous donne les moyens de le faire, je pense qu'on va nous les donner, parce que l'expérience quand même a été... Là, il y a eu un retour d'expérience après les tristes événements de mémoire du 16 mars. Après avoir été fait le 1er mai, où ça s'est
globalement bien passé, sauf les écarts de langage d'un ministre à la fin avec le pillage de l'hôpital, alors que c'était simplement des gens qui tentaient de se protéger. Ouais. Là, je dirais que de temps en temps, les ministres, c'est pas le seul, hein, devraient reprendre le fameux proverbe, se tourner 7 fois sa langue dans leur bouche avant de voir Il vaut s'exprimer dans les médias. vaut mieux avoir affaire à Laurent Nunez ou à Christophe Castaner, monsieur Lefebvre? Je dirais Laurent Nunez, tu connais mieux la pelote, hein, il connaît la maison, il est issu de chez nous, il a été préfet de police à Marseille, il a été ensuite patron de la DGSI, il connaît parfaitement, je dirais, c'est dans le binôme, c'est lui l'homme de terrain. De l'autre côté, on a plus le politique. Mais vous savez, Christophe Castaner, moi on me fait souvent le reproche de dire, mais vous défendez Christophe. Non, je ne défends pas Christophe Castaner. J'ai dit, et je redirai certainement tout à l'heure, que là, il vient de commettre certaines bêtises, notamment en termes de communication et en termes de décision. Mais pendant tous les épisodes des Gilets jaunes, mi-novembre, 1er mai, c'est la première fois qu'on ait eu un ministre qui nous ait autant soutenu, quand même. Autant soutenu. Alors, il y a des fois où il nous entendait et nous écoutait pas, ou du moins, certains technocrates au niveau inférieur lui faisaient croire le contraire. C'est le premier ministre de l'Intérieur, entendons-nous bien, qui va apporter une solution aux heures supplémentaires. Qui promet de le faire. Ouais. Il y a l'intention. L'intention est louable. Les autres n'avaient jamais l'intention de le faire. Ouais. Après, il reste beaucoup de chantiers, il reste le temps de travail. Hein. Il reste le temps de travail. Vous savez, quand moi, on veut faire travailler un flicard de nuit, imaginez-vous un flic de nuit à Saint-Ouen, dans les quartiers aussi difficiles, aussi criminogènes que celui où a eu lieu l'interpellation dont on parlait tout à l'heure. On va leur faire travailler 12 heures. C'est-à-dire que les flics prendraient le soir à 18 heures pour finir à 6 heures du matin. Et là, on a dit, non mais attendez, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Qu'on fasse travailler un collègue de jour 12 heures, ça va être difficile, mais dans certains endroits, ça peut encore se concevoir. Mais pas de nuit. De nuit. Il y a quand même il y a une altération de la capacité à discernement, de la capacité physique. Il y a une fatigue 12 heures avec une arme au poing à devoir courir Saint-Ouen ou Marseille ou Lille ou Grenoble, à courir non-stop derrière des voyous. Et là, on nous dit, bah ouais, mais c'est la seule solution qu'on ait trouvée. Il faut des effectifs. Pour vous permettre d'avoir un week-end sur 2. Au cœur de l'été, il y a 4 lettres qui ont résonné, beaucoup, depuis même les Gilets jaunes et autres, c'est IGPN. Et je sais que c'est là-dessus que Joël Dagosseri voulait insister. Oui, je voulais vous interroger dessus parce qu'on entend souvent des policiers qui disent, parce que bon, la population, une partie de la population accuse l'IGPN de ne pas être totalement indépendant dans ses enquêtes, par exemple. Et j'entends des policiers qui répondent, mais pour nous, c'est pas agréable. Pour nous, vraiment être convoqué ou être entendu par l'IGPN, c'est quelque chose d'assez traumatisant. Voilà. Mais comment vous expliquez que malgré justement tout ça, justement cette peur apparemment qu'inspire l'IGPN pour les policiers, quasiment la totalité des enquêtes menées par les GPN sont classées sans suite. Alors, quasiment, j'ai bien dit. Donc, il y a une grosse majorité, on ne peut pas dire, et je ne dis pas qu'elles doivent être toujours suivies de condamnation, quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un décalage entre la peur ressentie, en tout cas exprimée par les policiers face à l'IGPN, et l'impact réel de l'IGPN dans la vie du policier, dans la carrière du policier. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce décalage? Alors, déjà, beaucoup de saisines de l'IGPN à travers ce qu'on appelle la plateforme de signalement. Mon prédécesseur, je n'étais pas secrétaire général à l'époque, mon prédécesseur avait validé cette proposition qui était de mémoire une proposition de Manuel Valls. Moi, j'avais considéré à l'époque, et je l'ai redit une fois que j'ai été élu secrétaire général, que ça me rappelait les pires années de notre histoire. Savoir, on écrit, on dit non, c'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Avant, il y avait une procédure qui passait par une saisine du procureur de la République. Il faut savoir qu'entre juin 2017 et juin 2018, il y a plus 12% d'enquêtes administratives à vocation disciplinaire. L'enquête administrative, c'est, on va dire, l'enquête pour déterminer s'il y a de suite ou pas. Sur ce même exercice juin 2017, juin 2018, il y a eu près de 400 policiers qui ont été sanctionnés suite à des enquêtes administratives de l'IGPN. Vous savez, aller à l'IGPN, j'y suis allé en tant que secrétaire général, mais j'y suis allé aussi en tant que flic. Pour avoir parlé d'un ministre à l'époque, des jeunes flicards, jeunes syndicalistes, j'avais parlé de ce ministre en disant que je préférais, voulait pas trop, il était plus enclin à négocier à l'époque avec les terroristes corses qu'avec les représentants du personnel. Alors bien évidemment, le courrier lui était arrivé sur son bureau et il n'avait pas trop apprécié le ministre de l'époque. Il n'est plus dans le circuit politique aujourd'hui. Donc j'y suis allé, ça fait jamais trop plaisir. C'est vraiment, même si ça s'est humanisé, on en a peur aujourd'hui de l'IGPN. On en a peur de l'IGPN. Donc l'IGPN ne protège pas les policiers. L'IGPN ne protège absolument pas les policiers. Pas les affaires. Vous savez, sur l'affaire de Steve à Nantes, on est sur une enquête
administrative de l'IGPN. Moi, je retiens le dernier paragraphe de la page 9, le premier paragraphe de la page 10 de cette synthèse, où cette synthèse met bien en exergue, à travers ces deux paragraphes, le fait que, est-ce que l'intervention était opportune ou pas? La question est posée. Maintenant, c'est l'enquête judiciaire qui devra le déterminer, et aussi certainement pour l'enquête homicide involontaire qui a été ouverte. Mais comment se fait-il que le rapport de l'IGPN, vous en tant que policier, ça vous a choqué de voir le Premier ministre le sortir et en parler publiquement? Là, c'est là, j'ai eu l'impression qu'on était dans un épisode de ce qu'on a vu lamentablement la semaine dernière, vendredi dernier, je crois, une émission d'une chaîne. Pas si on peut essayer, c'est sur TF1, une émission d'Arthur sur TF1, en parlant où on a fait des touristes à l'école de police, alors qu'on a 46 suicides. Nous, on s'est insurgé contre ça. Mais tous les syndicats sont insurgés contre ça. Mais c'était une décision. Le contrat avait été signé du temps de Gérard Collomb, paraît-il. Mais non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça m'a choqué que je considère que Matignon n'a pas su faire preuve de bon sens et de discernement en publiant ce rapport à cet instant-là. Il ne fallait pas le faire, ne serait-ce que pour préserver la famille du jeune Steve. On a fait de la politique ce jour-là. On a fait de la politique, on a fait de la mauvaise communication politique, très mauvaise communication politique. Parce que ça vous est retombé sur le dos des flics. Mais bien sûr, ça retombe sur le dos des flics. Il fallait respecter la procédure judiciaire. Mais il fallait respecter la procédure judiciaire. Mais vous savez, sur Nantes, il y a un syndicat, depuis le départ, qui a dit il ne fallait pas intervenir, c'est le mien. C'est le mien. Et aujourd'hui, on me dit ah bah oui, vous aviez raison. Oui, au ministère de l'Intérieur, on me dit oui, vous aviez raison. Donc il n'y a quand même pas eu les bons ordres ce soir de l'intervention. Ce soir-là, franchement, qu'est-ce qui se passe? On a des fêtards, on est le soir de la fête de la musique. On a des fêtards, peut-être qui ont consommé un peu trop d'alcool, peut-être fumé ou usé ou avalé des produits stupéfiants, que sais-je. On suppute tout ça. Et sur les bords de la Loire. De bord de Loire. Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement, direct, des risques physiques pour des tiers? Non. Est-ce qu'il y a des nuisances sonores? Combien même il y en aurait eu? Non, il n'y en a pas. On est vraiment au bout de quai à Nantes. Ouais. Il fallait que le chef de service qui intervient ce soir-là fasse autant preuve de discernement que ce qui avait été fait en 2017, en disant on attend. On mettait simplement un périmètre de sécurité et ceux qui étaient les plus enivrés à la fin, on les interpellait, on les envoyait en cellule de dégrissement et ceux qui avaient trop usé de produits stupéfiants, on les passait au dépistage et on entamait des procédures. Et le DJ, on attendait qu'il finisse, on a eu saisir son matériel et il y avait une procédure derrière qui allait. Là, on a voulu faire du grand n'importe quoi et le chef de service, qui était chef du dispositif, qui pour moi est un des principaux fautifs ce soir-là, avec la mairie qui n'a pas mis toutes les mesures de sécurité et la préfecture qui a laissé faire tout ça. Et qui plus est la préfecture, qui prétend que ce commissaire-là, c'est le meilleur qu'on ait jamais connu en police nationale quelques jours après. Donc non. Mais il fallait prendre des décisions. Sauf que là, ni Castaner, ni Nunez ne décident de le suspendre. On me dit maintenant, bah oui, mais il va être déplacé. C'est ça, pour calmer les esprits, il fallait suspendre tout de suite à l'échelle locale. La preuve en a été faite, c'est que la semaine dernière, on a suspendu un gardien de la paix du 12e arrondissement parce qu'il ne fallait pas une deuxième affaire après l'affaire de Steve. On n'est pas du tout dans le même contexte. Voilà. On n'est absolument pas dans le même contexte. Et là, on se sert du gardien de la paix comme pare-feu, comme bouc émissaire. Et ça, c'est profondément scandaleux. Il n'y a rien à lui reprocher à ce môme. Rien. Il a simplement retirer les deux bras de la dame qui était enceinte, mais ça, il ne savait pas à ce moment-là, pour la faire rentrer. Et c'est elle qui se jette à terre. C'est celle qui se jette à terre derrière. Ouais. Et là, on dit, oulala, tout le monde me dit, non, mais il n'aura rien. Ah non, mais tu peux le rassurer. Appelle-le, il a tout notre soutien. Sauf que là, aujourd'hui, il est suspendu. Imaginez-vous le trouble. Donc à Nantes, il y a eu un problème dans l'échelle d'ordre. Bien sûr, il sert de fusible aujourd'hui. Plus facile un gardien de la paix qu'un commissaire. Merci Yves Lefebvre d'avoir été avec nous, d'avoir parlé en toute franchise avec les grandes gueules, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.